Salut tout le monde, savez-vous qu'aux États-Unis, les données personnelles des utilisateurs peuvent depuis un certain moment déjà être vendues par les fournisseurs d'accès à Internet à ceux qui sont prêts à ouvrir leur portefeuille? C'est effectivement le cas, alors que jusqu'à une certaine période, la Commission fédérale des communications FCC était supposée un minimum durcir ses lois dans le but de protéger ces données, ces lois sont désormais abolies. Je sens déjà certains s'inquiéter, mais ne paniquons pas. Comme précisé, ceci se passe aux États-Unis. Nous allons nous demander alors quels sont nos droits concernant nos données personnelles en France et comment les fournisseurs d'accès à Internet traitent-ils ces données. Je m'appelle Di et je vais plonger dans l'univers d'Internet afin de recueillir toutes les informations nécessaires et vous apporter la réponse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fournisseur d'accès à Internet? Un fournisseur d'accès à Internet, c'est en gros l'entreprise qui va vous permettre de bénéficier d'Internet à votre domicile, votre entreprise, etc. Je suis certain que vous en connaissez plein, comme Bouygues, Orange, Free, SFR et plein d'autres. Mais alors, quel est le lien entre ce fournisseur d'accès à Internet et nos données? Lorsque vous naviguez sur Internet, vos données sont toutes collectées par votre FAI et conservées pendant une certaine durée. Ceci n'a rien d'un secret. Par exemple, votre historique est accessible par votre FAI. Même lorsque vous naviguez en privé, vous avez dans la page de base un message vous avertissant que la navigation anonyme ne vous garantit pas l'anonymat total. Donc, maintenant que nous avons expliqué la base du sujet, parlons de ce que cela implique aux États-Unis. Comme vous le savez, plusieurs entreprises promouvoient leurs produits un peu partout dans les villes. Cela incite certains à en acheter et pas d'autres. Ce qui rendrait ces techniques de promotion encore plus efficaces, c'est savoir qui cibler avec ces publicités, qui serait susceptible d'acheter. C'est là que rentre en jeu l'achat de données personnelles. En ayant accès à ces données, on peut décider quelle offre afficher sur vos navigateurs, quelle offre vous envoyer par mail, etc. On a aussi accès à votre adresse, donc vous pouvez recevoir également des magazines de toutes sortes, des invitations à des concours, bref, tout ce qui peut vous inviter à acheter. Qu'en est-il de l'Europe? En Europe, tous les membres de l'Union européenne se regroupent ensemble afin de protéger les données personnelles des utilisateurs sur Internet, comme l'indique la CNIL. Pour ceux qui ne le savent pas, la CNIL c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une autorité administrative indépendante française qui se charge de faire valoir vos droits sur Internet. Cette vidéo va souvent se baser sur leurs textes, car ce sont les sources les plus fiables concernant nos droits. Parlons donc de la France. Dans un premier temps, la loi française est assez claire sur la situation des données personnelles. Celle-ci reste privée et toute action les concernant nécessite le consentement de l'utilisateur. D'ailleurs, la loi est assez précise sur le type de données. Cela inclut votre identité, l'identité de l'intitulé d'un mail, les pièces jointes, etc. Vos données restent vos données et la loi reste la même. Qu'il s'agisse de votre nom, votre mail, votre adresse, vos modes de paiement, tout est privé jusqu'à votre consentement. Le consentement a ici une très grande importance, mais on sait tous que des enfants, des adolescents, des adultes utilisent Internet. Alors comment marche le consentement dans ce cas-là? Un enfant va-t-il donner son consentement lui-même? Ça dépend. En vérité, il y a un âge limite qui est fixé de 16 ans, c'est-à-dire que ceux qui ont plus de 16 ans peuvent donner leur consentement sans avoir besoin de l'approbation des parents. Maintenant, les lois existantes permettent aux différents pays de l'Union européenne de faire varier cet âge limite jusqu'à minimum 13 ans. En France, par exemple, l'âge limite serait à 15 ans, c'est-à-dire que ceux qui ont 15 ans et plus pourront, comme des majeurs, donner leur consentement. Ceux qui ont moins de 15 ans nécessiteront d'une autorité parentale qui donne le consentement. Maintenant que nous avons élaboré le consentement, reprenons la collection des données. Nous avons jusqu'à maintenant défini divers types de données qu'un FAI peut collecter. Mais il y a des données qui sont tout aussi importantes et que nous n'avons pas évoquées, ce sont les métadonnées. Les métadonnées sont l'ensemble des données que nous utilisons pour décrire et comprendre d'autres données. Par exemple, vous voulez écouter une musique qui est donc une donnée. Comment faites-vous pour savoir quelles données vous cherchez? Vous tapez un titre, cherchez une date de publication, etc. Ce sont ces métadonnées qui permettent d'organiser et structurer les données. C'est une donnée pour décrire une autre donnée. Les métadonnées peuvent être de tout type, des métadonnées pour savoir qui se connecte à quel site, qui appelle qui, etc. Ces données sont nécessaires à la facturation par les opérateurs télécoms et peuvent donc être conservées jusqu'à 1 an maximum. D'ailleurs, dans l'intérêt d'aider les enquêtes pénales, nombreuses informations sont stockées pendant 1 an comme l'identité de celui qui appelle, la date, l'horaire et le lieu de l'appel, ainsi que des informations permettant de savoir qui est le destinataire. Ces données-là sont accessibles par les autorités dans le cadre d'une enquête sans consentement des utilisateurs concernés. L'avocat Alexandre Archambault affirme cependant que les URL des sites web ne sont pas comprises dans les données que le FAI conserve, car ce ne sont pas des informations pertinentes pour l'acheminement des données.
donc elles ne sont ni stockées ni conservées. Encore une fois, il y a des exceptions. Saviez-vous qu'entre 2009 et 2013, la France avait un programme appelé IOL qui surveillait illégalement 99% des données qui passaient par les utilisateurs en temps réel dans un but de surveiller le trafic internet? Bon, ce n'est pas le seul pays à avoir fait ça, mais j'imagine que cela n'a pas plu au peuple. Cette initiative n'a pas été supprimée, mais simplement légalisée en 2013 par la loi de programmation militaire. Les 3 lois principales concernant ce sujet sont dans la description si vous voulez en savoir davantage. Voilà tout pour le moment. Ce qu'il faut en retenir, c'est que cette loi a pour but de protéger davantage votre vie privée sur internet. Même si une surveillance est toujours présente, pour des raisons désormais légales, elle est surtout là pour empêcher les crimes, bien entendu. Après, si vous voulez toujours vous anonymiser davantage, il y a plusieurs vidéos traitant de méthodes clés comme l'utilisation des VPN, une bonne sécurisation de votre PC, un bon antivirus, etc. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, qui sait. Pour le moment, je vous souhaite à tous une agréable journée et vous invite à aimer, partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. A bientôt pour de nouvelles vidéos.